l'instant, l'international, le mondial, Marc Lévy, qui revient à Paris pour nous parler d'un sentiment plus fort que la peur. C'est le titre de son roman. Et comme ça se passe en haute montagne, on en frissonne d'avance. Mais Des clics et des claques. Alors je l'ai dans la main, il est très très épais. Je sais qu'il y a des lecteurs et surtout des lectrices qui languissent demain parce qu'il va sortir demain. C'est le 14e roman de Marc Lévy, ça s'appelle Plus fort que la peur. Bonsoir Marc Lévy. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Mais moi aussi, merci beaucoup. On va essayer de vous poser des questions qu'on vous pose pas ailleurs. Très bien. Hein? Je vais essayer de vous donner des réponses que je ne donne pas ailleurs. Quelle est la question qu'on vous pose tout le temps et dont vous avez ras-le-bol, qu'on puisse l'évacuer immédiatement? Écoutez, rien ne me vient en tête là. Vous avez failli me tutoyer. J'ai failli. J'étais à deux doigts. Faites gaffe. Je vais faire très attention. Non, vraiment, aucune. C'est le 14e roman. Est-ce que vous êtes lassé? Est-ce que vous vous dites je vais arrêter? C'est celle-là. Je vous crois pas. Vous avez tort. C'est vrai? On vous la pose souvent. Non. Non, je plaisantais. Non, non seulement je ne suis pas lassé, mais j'aime de plus en plus cela. Plus les années passent et plus j'aime mon métier et plus j'ai envie de le pratiquer et de continuer à le pratiquer. Alors, je vais pas raconter la fin. Je vais commencer juste par le début qui est assez haletant parce que vous attaquez hyper fort. C'est l'histoire. Je commence comme ça parce que vous, dans vos romans, il y a des histoires, donc il faut le souligner. C'est l'histoire donc d'un couple d'alpinistes. Elle ne sait pas grimper à la montagne. Elle a des raisons très précises d'aller escalader le Mont Blanc, et donc elle ne connaît pas la montagne. Et puis un jour, elle va sonner à la porte aux États-Unis, à la porte d'un alpiniste. Elle apprend l'alpinisme avec lui aux États-Unis et elle lui tient la jambe pendant des mois et des mois pour qu'il lui apprenne. Et ensuite, elle le force quasiment à l'emmener faire de l'alpinisme sur le Mont Blanc. Ils ont pendant ce voyage un accident qui va lui permettre à elle de découvrir ou de redécouvrir un avion qui s'est scratché dans les Alpes 40 ans plus tôt. Elle tombe sur cet avion, alors elle savait très bien où elle allait, l'alpiniste qui l'accompagne ne savait pas, c'était son amant, son amoureux, ça se passe mal dès le début, puisqu'ils ont un accident très grave, mais elle met la main sur la carcasse de l'avion, et la carcasse de l'avion recèle un secret. C'est assez rare, Marc Lévy, que vos romans commencent comme ça, tambour battant, dans une action presque à la James Bond, quoi. Oui, mais en fait parce que la genèse du roman est partie d'un fait réel. Que j'ai appris par la lecture d'un article il y a 1 an et demi. Le glacier du Mont Blanc a restitué 46 ans après le crash d'un Boeing 707 d'Air India qui s'appelait le Kanchenjunga, et le glacier du Mont Blanc a restitué un sac postal, et à l'intérieur de ce sac postal on a trouvé un courrier diplomatique indien, et on a donc restitué ce courrier diplomatique au gouvernement indien sans l'ouvrir. Et j'avais trouvé cette information extrêmement romanesque. Immédiatement, je me suis demandé, mais quel secret pouvait contenir cette enveloppe? Et donc, je me suis servi de ce véritable accident pour que l'héroïne de mon roman, qui elle sait très bien que l'avion est là, entreprend cette formation et cette escalade pour aller rechercher ce courrier diplomatique, parce qu'elle sait que ce courrier diplomatique peut éventuellement, le contenu peut lui permettre peut-être de réhabiliter l'honneur de sa famille, si sa grand-mère a été accusée de haute trahison en 1960 et exécutée. Vous en dites beaucoup là. Moi, non, c'est le pitch. Attention. Alors, on va visiter un peu votre rapport à Internet, Marc Lévy. Est-ce que vous tapez de temps en temps votre nom sur Internet, et puis ensuite je laisserai Christophe Comte dérouler la pelote numérique Marc Lévy. Vous tapez votre nom de temps en temps, ce qu'on appelle un ego search? Non. Jamais. Non. Vous servez d'Internet pourquoi alors? J'envoie des mails, je réponds aux courriers des lecteurs beaucoup, et puis j'utilise Internet beaucoup pour mes recherches. Parce que quand je bosse, pour écrire un roman comme ça, il y a énormément de documentation. Il y a à peu près 3000 à 4000 pages de lecture pour documenter le roman. Et donc je me sers d'Internet pour commander des ouvrages, pour prendre des rendez-vous avec des spécialistes des domaines qui m'intéressent, et puis surtout pour faire de la recherche. Pour écouter de la musique aussi? Non, en fait, c'est marrant, j'ai pas accroché
enfin, vous savez, au site de radio. Si, je me sers beaucoup d'Internet, par exemple, pour suivre les médias français, parce que j'habite aux États-Unis. Donc, je regarde un peu la télévision sur Internet. J'écoute des radios françaises sur Internet. Mais musique, je suis à iTunes. iTunes et un peu la radio quand même. Allez. Des clics et des claques reçoit ce soir Marc Lévy pour son dernier roman. Il sort demain en librairie. Un sentiment plus fort que la peur. Le même sentiment plus fort que la peur m'habite quand je sais que Christophe Comte va s'occuper de notre invité. Christophe, c'est à vous. Je suis pas là pour les raisons que vous pensez. Alors, donc Marc Lévy, vous avez une présence très performante sur les réseaux sociaux, même si votre compte Twitter est suivi par seulement 12 000 personnes. C'est un peu décevant quand même pour quelqu'un de votre notoriété qui vend autant de livres. Sur Facebook, en revanche, c'est le trop-plein. On ne peut pas s'inscrire faute de place sur votre profil officiel. Vous invitez les gens à se rabattre sur une fanpage qui elle-même est bondée, puisqu'il y a quand même 200 000 personnes qui sont inscrites. Il y a aussi tout un tas de clubs sur Facebook, des gens qui dissertent autour de citations tirées de vos livres ou autour de vos personnages. Alors, est-ce que pour vous, les réseaux sociaux peuvent éventuellement être une source d'inspiration? Est-ce que vous y allez pour regarder, pour voir comment les gens se comportent et qu'est-ce qu'ils échangent? Non, en fait, j'y vais pas. Je tweete très peu parce que je suis assez pudique et alors l'idée, vous voyez, de tweeter que je suis en train de me laver les dents ou d'acheter des pommes m'intéresse pas. Mais il m'arrive de tweeter uniquement quand je trouve qu'il y a quelque chose de sympathique à partager, mais qui est extérieur à moi. Par exemple, sympathique. Par exemple, quand je vis à New York et donc on s'est retrouvé dans mon quartier au cœur d'un des quartiers sinistrés par l'ouragan Sandy et on était un peu coupé de tout parce qu'on n'avait plus de téléphone, plus d'eau, plus d'électricité et donc je prenais des photos et je les ai tweetées et pendant l'ouragan jusqu'à ce que les réseaux soient coupés, je tweetais toutes les demi-heures ce qui se passait dans la ville oui, au fur et à mesure de l'explosion de la centrale. Ça veut dire quand même que vous avez une pratique des réseaux sociaux élaborée. Non, mais je m'étais jamais servi de Twitter et je m'étais dit tiens, c'est l'occasion ou jamais. Je trouvais qu'il y avait un truc marrant à faire et puis en même temps, très franchement, ça avait un effet placebo. Vous voyez, par rapport, vous vous retrouvez au milieu d'un ouragan et vous savez vraiment plus quoi faire. Je me dis tiens, ça m'occupait. Et maintenant, vous vous en servez pour annoncer vos passages radio. Et voilà. Alors non, je vais être très franc, c'est pas moi qui tweete ça. Là, donc, de temps en temps, quand à New York, je vois un graffiti sur un mur que je trouve vraiment très beau, ou quand je vois quelque chose, un artiste de rue qui me touche, je fais une photo, je la tweete parce que c'est un moyen de partager. Ce qui est passage radio, télé ou signature en librairie, c'est quelqu'un de la maison d'édition qui tweete ce genre d'informations. Et idem sur Facebook. C'est-à-dire que j'ai un site par lequel les lecteurs m'écrivent. Ça m'arrive directement dans ma boîte mail. Je réponds à chaque lecteur. Personnellement, là, il y a vraiment... Comme ça doit être un travail à plein temps. Ouais. Ça. Non, en fait, comme je voyage pas mal, je fais ça pendant tout mon temps de transport et j'y consacre 1 heure par jour. Mais je trouve ça tout à fait normal quand même. Je me dis, s'il y a des gens qui prennent de leur temps pour m'écrire, je dois prendre de mon temps pour leur répondre. Mais par exemple, je vais pas sur Facebook pour raconter ma vie. Et c'est pareil, tout ce qui est... mais je sais qu'on se sert de mon site, ma maison d'édition se sert de mon site pour communiquer les dates de signature et les choses comme ça. Ça vous est arrivé d'entretenir une correspondance longue avec un lecteur ou une lectrice et d'être touché par une écriture plus qu'une autre depuis que ces nouvelles technologies existent? J'ai toujours été très vigilant à rester à ma place, c'est-à-dire que le lien avec le lecteur, j'ai pas du tout le culte de la personnalité, donc le lien avec le lecteur est un lien qui tourne autour des livres, autour des personnages, autour des questions qu'on peut poser, mais pas, vous voyez, mais il y a voilà, il y a 3-4 lecteurs et lectrices avec lesquels il y a eu des liens qui se sont créés. Il y a une dame qui s'appelle Mamie au Pigèse. Je vous dis ça, voilà. Qui c'est Mamie au Pigèse? Qui est une dame très gentille, qui est une femme qui habite au Luc-sur-Orbieu et qui m'a écrit des choses très gentilles. C'est où le Luc-sur-Orbieu? Ah bah écoutez, alors là, vous allez sur Google et vous allez regarder. et voilà, donc on s'est échangé quelques correspondances. Il y a une lectrice qui s'appelle, je vais peut-être pas donner son nom, c'est peut-être pas très gentil, mais enfin qui s'appelle Sandrine, qui m'a écrit des choses très gentilles et très drôles, et qui m'avait fait tellement rire avec certains mails qu'il y avait tellement d'humour que j'ai répondu. Il m'est arrivé, voilà, d'échanger 2, 3, 4 mails quand je sentais dans le courrier du lecteur que c'était sur le registre de l'humour et qu'il n'y avait pas comment dire, d'intrusion ni d'un côté ni de l'autre.
Christophe. Alors sinon, lorsqu'on cherche des vidéos de vous, c'est également l'avalanche, notamment sur YouTube. On ne sait pas combien de temps vous mettez pour écrire vos livres, mais en tout cas, vous passez à chaque fois un temps assez impressionnant à en parler. Il y a beaucoup de vidéos où vous expliquez, vous donnez comme ça des explications, des interviews concernant vos livres. Et il vous arrive aussi de répondre aux critiques, qui parfois sont assez féroces. Comme ici, il y a 2 ans, vous parlez d'une critique du Nouvel Observateur sur le site Au Féminin TV. J'ai reçu beaucoup de courriers suite à cette critique. Les gens étaient furieux de cette critique en se disant mais qui est ce type pour nous insulter nous ? Alors donc c'est la fin ça de votre intervention, mais c'est vrai qu'on tombe plus facilement sur Internet sur des papiers au lance-flammes sur vous que sur des panégyriques. Mais Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, Christophe, il s'agit en fait d'une réaction que vous faites devant une vidéo à une critique qui vous a éreinté dans le Nouvel Observateur et qui a révolté vos lecteurs. Voilà. Enfin, En fait, non, c'est parce que c'est pas parce que le critique m'éreintait moi, c'est parce que le critique expliquait qu'il éreintait les lecteurs. oui. Et je trouvais que ça donc en fait le critique insultait pratiquement les lecteurs et finalement moi j'ai eu toujours beaucoup de respect pour la critique et j'ai été pas mal éreinté, c'est moins le cas maintenant et ça va peut-être vous surprendre mais je suis très reconnaissant à la critique de m'avoir éreinté. Pourquoi ? Pour 3 raisons. La première, c'est que j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a éduqué en m'apprenant très très jeune l'autodérision. Et je trouve que l'humour le plus drôle, c'est de se foutre de soi-même. Donc quand il y a une critique, enfin je trouve, finalement c'est presque plus marrant. Racontez-nous l'anecdote du train, vous l'avez pas raconté souvent. L'anecdote du train. Vous prenez le train, vous me l'avez raconté à moi il y a très longtemps. Avec le livre. Ouais. Ah ben c'est drôle, je vous l'ai raconté oui, au couloir. c'est vrai. Ça vous a marqué apparemment. Non, mais c'est parce c'est vraiment une coïncidence. Alors là, c'est incroyable. Mais non, parce que je vous ai interviewé il y a très longtemps et vous me l'avez raconté. Mais elle est très bien, racontez-la. Non, mais un jour, enfin moi, je suis dans un train et je suis assis et je vois à ma hauteur passer le bras d'une femme avec un de mes bouquins. Donc je me lève la tête et je reconnais une copine qui était une copine de classe. Et donc je l'appelle, elle se retourne, on s'était pas vu depuis 25 ans, quoi. Et elle s'assied à la table en face de moi. Et elle a mon livre dans les mains. Et elle me dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et donc je lui réponds très naturellement, j'écris. Et elle me dit, mais t'écris quoi ? Je lui dis, des romans. Et elle me dit, bon écoute, ça me fait plaisir de t'avoir revu, mais j'ai mon mari dans le wagon d'à côté, il faut que je me sauve. Et elle est partie. Et j'avais trouvé cette scène assez drôle. Et ça rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire la capacité d'autodérision et Mais d'accepter la critique. Oui. Et puis moi je trouve que finalement, si vous êtes encensé, vous tombez très très vite dans l'autosatisfaction et vous avancez plus dans votre travail. Alors que si vous êtes un peu trop esquinté, ça ne peut être que motivant. Là, le petit extrait que vous avez trouvé, c'est simplement parce que ce jour-là, ce critique s'en était pris au lecteur. Et je trouvais qu'il y avait un truc un peu presque fascisant. Vous voyez, quand non content de dénigrer l'auteur, on va aussi aller dénigrer le public. Et il avait reçu, moi j'avais reçu énormément de courriers de lecteurs qui avaient mal digéré le truc. Donc j'en avais parlé dans cette émission. Sinon, j'en parle jamais. Alors sinon, on n'en douterait pas forcément comme ça, Marc, mais vous êtes aussi un auteur engagé. On trouve sur Internet des vidéos pour des causes diverses que vous soutenez, et notamment celle-ci pour la dernière campagne d'Amnesty International. Bonjour. Voilà des années que je me suis engagé aux côtés d'Amnesty International. Cette année, j'ai l'honneur de participer au Marathon des signatures. Le Marathon des signatures est une opération de solidarité de personne à personne. Une opération pour attirer l'attention des pouvoirs publics, l'attention des médias, sur des gens dont les vies sont en danger, dont les droits sont violés. Alors, si vous le voulez bien, prenez un tout petit peu de votre temps, rendez-vous sur le site d'Amnesty, www.marathondesignatures.org, et signez une pétition. On vous entend rarement, pardon Christophe, oui. moi, la voix aussi portée et affirmée, alors que vous êtes un grand timide plutôt. Oui, alors c'était pour une question technique, c'est que j'ai enregistré ce truc-là dans mon bureau, il y avait des travaux à côté, j'ai enregistré ça à l'iPhone, et au bout du 3e enregistrement, je me suis dit, si je gueule pas, on n'arrivera pas à l'entendre. C'est du Woody Allen, Christophe. Alors, le champ politique ne pénètre pas vraiment vos romans. Est-ce Sauf dans ce qu'éventuellement, dernier-là. ouais, alors bon, celui-là, je ne sais pas, mais est-ce que, bon, alors du coup, la question ne se pose plus, mais je me demandais si vous pouviez imaginer quelque chose qui intégrerait des situations politiques vraiment très précises, très concernant notamment peut-être des problèmes de droits de l'homme, de prisonniers politiques. En fait, ce sont 2 écritures différentes. J'ai écrit plusieurs fois pour le compte d'Amnesty International. Là, notamment, j'ai publié, vous parliez de réseaux sociaux, j'ai publié sur mon site Facebook, il y a un mois, un épisode tous les jours
de 20 lignes sur l'histoire d'une jeune femme qui s'appelait Noxolo, qui était une jeune femme en Afrique du Sud, qui a été assassinée, déchiquetée, lapidée et viscérée parce qu'elle était homosexuelle, et dont les pouvoirs publics sud-africains ont traité cette mort comme si c'était un chien qui s'était fait écraser sous une voiture. Et donc pour le compte J'avais d'Amnesty, justement, c'était ma question suivante, voilà. parce que j'ai vu ce texte effectivement qu'on trouve. J'ai écrit plusieurs textes comme ça pour le compte d'Amnesty, et puis dans les Enfants de la Liberté, et dans ce dernier roman, il y a un passage très important sur notamment l'homosexualité, et il y a un passage très important sur la politique américaine et sur les lobbies. Marc Lévy et la politique. Marc Lévy est l'invité de Déclic et des claques. Et ce soir dans Déclic et des claques, on parle politique, droits de l'homme, engagement, grande cause, avec Marc Lévy qui publie demain son 14e roman, Un sentiment plus fort que la peur. Et il était à la question avec Christophe Comte. Oui, justement, vous avez parlé de ce texte que vous avez fait sur donc cette Sud-Africaine qui a été lapidée, qui a été tuée, et on en profite dans ce texte. Il y a une petite présentation où on dit que vous soutenez la cause gay et lesbienne depuis très longtemps, et justement là vient de passer le mariage gay en France, mariage pour tous comme on dit. Est-ce que ça vous semble futile ou utile par rapport à cette situation-là tragique dont vous parlez? Est-ce que ça vous semble totalement lié ou pas du tout? Ça me semble lié, ça me semble lié, et ça me semble très important. En fait, votre question, elle est très complexe. L'Afrique du Sud est un des premiers pays à avoir autorisé le mariage homosexuel et à avoir accordé constitutionnellement le plus de droits aux homosexuels. Ce qui est très important, c'est de voir qu'en dépit de ce droit qui a été donné aux communautés homosexuelles depuis très longtemps en Afrique du Sud, on a vu, après le passage de ces lois, des résurgences de violence et de comportements extrêmement violents à l'égard des communautés homosexuelles. Pourquoi ? Parce qu'une certaine quantité d'hommes politiques et d'hommes influents et d'hommes tout court n'ont pas supporté ça. Et il faut savoir que ce qui est paradoxal, c'est qu'en Afrique du Sud, ce sont les femmes homosexuelles qui sont beaucoup plus victimes de violences que les hommes homosexuels, parce qu'il y a une espèce de sensation chez certains hommes que leur propre virilité est mise à mal par l'homosexualité des femmes. Donc ce qui est très important je trouve dans le cadre du débat homosexuel qui continuera, c'est que la parole politique reste une parole dénuée de toute incitation à la haine et de toute incitation à la violence. Et la parole politique peut avoir des effets très dangereux. Voilà, j'en parle d'ailleurs accessoirement dans ce dernier roman, parce que je le mets dans la bouche d'un autre député et je le fais commenter par un journaliste reporter, parce que le héros de ce roman est un reporter d'investigation. Mais voilà, quand un député français dit assimile homosexualité et pédophilie, en fait, ce sont des paroles dont la portée intellectuelle est très grave. Moi personnellement, et qui me choque beaucoup en tant que citoyen, parce que dès qu'un homme politique incite à la haine, il commet une faute qui est plus grave qu'un excès de vitesse. Donc oui, je suis très sensible à ça, parce que Pour quelle raison ? Parce que je trouve qu'il y a assez de gens qui se tuent sur la terre pour qu'on n'aille pas emmerder les gens qui s'aiment. Christophe Comte. Alors là on va parler d'amour aussi. On parle beaucoup en ce moment de la guerre entre Booba et La Fouine, les rappeurs. Je ne sais pas si vous connaissez, vous vivez à New York, vous avez des meilleurs rappeurs à New York ici, mais en tout cas ils se. Est-ce que vous avez eu un clash avec un rappeur, Marc Lévy ? Non, alors non, car je ne rappe pas. Mais alors par le fromage. Par contre, Booba La Fouine, c'est vraiment les bisounours à côté de la guerre qui vous oppose à Guillaume Musso depuis pas mal de temps. Enfin, c'est une bataille totalement inventée, une bataille de mal dominant du best-seller qu'on essaye de monter en épingle comme ça. Elle a connu son apogée l'an dernier, je crois, lorsque vous avez sorti vos 2 livres en même temps dans les gondoles. C'était vraiment au même moment. Et vous avez dit dans une interview au Parisien, il y a eu une espèce d'obsession de son éditeur de s'inscrire dans la copie des titres que je trouve extrêmement vaine et puérile. Donc vous attaquiez un petit peu. Non, parce que vous sortez le commentaire du contexte. C'est en fait le journaliste m'avait posé des questions comme s'il y avait une espèce de guerre atomique entre nous, et j'ai fait tout le contraire. Je lui ai dit, mais attendez, arrêtez, c'est un truc totalement monté par les médias, il n'y a jamais eu de guerre, on s'entend bien, on prend des cafés ensemble, on se souhaite la bonne année, il y a pas de concurrence entre nous, et il m'a dit, mais il n'y a jamais eu un différend, et après avoir expliqué à quel point il n'y a pas de guerre, je lui ai dit, le seul différent, c'est qu'à un moment donné, ma maison d'édition s'énervait parce qu'il y avait une copie de titre qui n'a duré d'ailleurs qu'un temps, qui est terminée depuis très longtemps, et c'est absolument une fausse, c'est une
c'est une fausse guerre. Et Bouba et la Fouine aussi, hein, toute Voilà, façon, et que je trouve d'ailleurs assez misogyne parce que on nous oppose, les journaux nous ont toujours opposés tous les deux. Or, il y a des auteurs qui vendent énormément de livres et parfois plus que On nous. pourrait vous opposer à Tatiana Drenay qui vend énormément à Mais à l'étranger et en Tatiana, France. qui est une très grande copine, qui tweet beaucoup, à Anna Gavalda qui fait des tirages qui nous dépassent tous les deux. Quand Anna Gavalda publie un livre, elle vend plus de bouquins que Guillaume Musso et en moi. fait, avec vous, ça marche pas parce que vous êtes deux gentils. Enfin, je veux dire, Musso et Lévy, quand on vous entend, etc., on n'a pas affaire à des coqs, quoi. Non, je crois qu'un match de boxe avec nous deux serait pas très sexy. Par contre, vous n'êtes pas forcément très sympa avec lui, parce que vous dites quand même dans cette interview que vous avez jamais lu ses livres. Non, je l'ai pas dit du tout méchamment. Et je le pense pas du tout méchamment. Il y a des tas d'auteurs dont j'ai pas lu les livres parce que c'est pareil, il faut pas sortir les choses de leur contexte. Le journaliste me disait, est-ce que vous avez déjà lu ces livres? Et je disais, j'ai 2 mois par an pour lire parce que tout le reste de l'année, je lis de la documentation. Et pendant que je lis énormément d'auteurs américains. Et donc, je dis jusque-là, j'ai jamais eu le temps de lire mon confrère. Mais je le dis très franchement, j'ai pas eu le temps de lire le dernier bouquin de Tatiana. J'ai lu l'avant-dernier livre d'Anna Gavalda, mais j'ai pas pu lire son dernier. En revanche, j'ai eu le grand bonheur de lire la liste de mes envies, qui a été pour moi un vrai bonheur de lecture. Je me suis régalé et je suis en train en ce moment de lire l'œuvre de Haruka Kuramaki et j'ai pas eu le temps de lire Guillaume, mais il n'y a là-dedans aucun mépris de ma part. Marc Lévy, vous savez ce qu'on fait, nous, quand on n'a pas le temps de lire? Non. On écoute le journal de la culture de Nicolas Caro. Europe 1, 20h, 22h30. La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la terre. Des clics et des claques. Il est dans ce studio, il est beau comme un héros de Marc Lévy d'ailleurs. Ça va, Nicolas Caro? Ça va. Il paraît que oui, ça va à peu près. Il paraît que la Joconde a une grande sœur. Allez, elle est en Suisse. Il s'agit d'une version précédente de Mona Lisa, un brouillon. On la connaît depuis longtemps, mais il y avait des doutes sur son authenticité. On apprend aujourd'hui qu'il s'agit bien d'une œuvre de Léonard de Vinci, un spécialiste de géométrie sacrée, nous dit-on, et la fondation Mona Lisa ont prouvé, grâce à des tests en tout genre, qu'elle était bien peinte de la main du maître. Sinon, le nouveau Blake et Mortimer est annoncé. Vu sur le Figaro.fr, après le succès du dernier album Le Serment des 5 Lords, numéro 1 des ventes de BD en 2012, les auteurs ont annoncé qu'ils travaillaient sur le prochain épisode. Ce sera une suite de la Marque Jaune, l'une des plus célèbres aventures des 2 Britanniques. On connaît déjà le titre, L'Onde Septimus, sortie prévue fin 2013. Et puis il y a le Mobile Festival qui a dévoilé son palmarès. C'est la 8e édition du Mobile Film Festival qui récompense des mini-films tournés avec un téléphone. Le grand lauréat cette année est un jeune réalisateur de 23 ans, Guillaume Renusson, pour son film 1 minute de silence. Et le prix du public, décerné par 12 000 internautes, a été attribué à Grégory Le Fourne pour son film À 1 minute près. Le jury était présidé par Gad Elmaleh. À 1 minute près, c'est le titre du film. On l'avait bien noté. Hein. Ne soyez pas insolent, Nicolas Caro. Merci pour cet excellent journal de la culture. Il y a sur Guy Debord, il y a 2 pages en fait. Il y a une info sur Guy Debord à la Bibliothèque nationale de France. Bon, on la prend. Je vous ai tutoyé pour l'occasion. Oui, allez, j'accepte. La Bibliothèque nationale consacre une exposition à l'auteur de La Société du spectacle, Guy Debord, un art de la guerre, c'est le nom de l'expo. Y seront présentées ses archives que la BNF s'était procurées en 2011, fiches de lecture, manuscrits, tracts, affiches, etc. C'est à partir du 27 mars et jusqu'au 13 juillet à la BNF à Paris, bien sûr. Ça valait le coup? On peut vous chasser maintenant? Bien sûr, je m'en vais. Vous acceptez de quitter le studio? Absolument. Quittez le studio, Nicolas Caro. Merci à vous pour cet excellent journal de la culture dans lequel aurait pu figurer le dernier roman de Marc Lévy, mais c'était notre invité. Et tant mieux, parce qu'on a parlé de plein de choses inhabituelles avec lui. Alors ce dernier roman, ce 14e roman de Marc Lévy paru chez Robert Laffont, s'intitule Un sentiment plus fort que la peur. Et il démarre dur, il démarre fort ce roman de Marc Lévy. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous tous. Ça s'est passé très vite quand même. Écoutez, vous reviendrez? Avec grand plaisir, quand vous voulez. Quand on voudra, quand on vous invitera. Merci Marc Lévy. Merci à tous.